Bonjour. Les Congolais sont-ils capables du meilleur ou du pire? Les Congolais sont-ils, pour certains, consciencieux et d'autres distraits? Est-ce que les Congolais peuvent privilégier l'intérêt général par rapport aux intérêts particuliers? Comment expliquer que dans notre histoire, il y en a eu qui se sont plutôt bien débrouillés que les autres, ceux qui ont pris l'État, comme Kengo Wadondo l'a dit dans son livre, dans la passion de Res Publica. Aujourd'hui, nous allons essayer de réfléchir avec celui qui a été, durant 1+4, comme l'un des acteurs de la stabilité de la RDC, alors que nous sortions d'une situation de guerre, d'une partition consacrée. Pendant 1+4, 4 Congolais, 3 vice-présidents et 1 président ont pu gérer les Congos sans nicroche, avec naturellement l'aboutissement d'une nouvelle constitution, un État de droit effectivement installé, et cela a conduit à 3 séquences des élections. Aujourd'hui, 2 formations politiques, ou plutôt plateformes politiques, FCC-Cash, ces 2 formations ont du mal à s'accorder, alors que le pays est plus que fragile, plus que dans le besoin d'un leadership intégrateur. Maintenant, je vous demande d'accueillir le témoin privilégié de cette stabilité de la RDC pendant 1+4. Il est actuellement ministre d'État. Bienvenue, monsieur le ministre. Merci beaucoup. En charge de la décentralisation, ancien vice-président de la RDC, en charge de la défense, sécurité. Installez-vous. Je vous en prie. Excellence. Je rappelle que l'invité du jour, Azarias Rouberois, est d'abord un grand juriste. Il est avocat au barreau de Lubumbashi. Il a été, comme je l'ai dit tout à l'heure, vice-président de la République en charge de la politique, la défense et la sécurité. Actuellement, il est non seulement président de son parti, le RCD, mais surtout ministre d'État en charge de la décentralisation. C'est lui qui est un peu à la base de tout ce qui se passe dans nos provinces pour stabiliser, concrétiser cette décentralisation qui a été installée au Congo. Mais il est aussi l'un des membres importants du FCC. Avec vous, M. Rouberois, nous allons parler de ce pays, le vôtre, la RDC. Vous êtes quelqu'un qui ne parlez pas beaucoup. Certains vous disent de vous que vous êtes plutôt sage, pondéré. On avait prédit, lorsqu'il y a eu 1+4, que vous qui étiez à la tête du RCD, vous avez une force militaire importante, les soutiens au niveau régional, international, et que vous n'allez pas jouer les jeux. Finalement, vous avez joué les jeux pendant 1+4. Kinshasa n'a pas brûlé, les Congos n'ont pas brûlé. Et vous avez donné, avec le président d'alors, Joseph Kabila, une constitution à la République et surtout les séquences des élections qui ont donné aujourd'hui l'alternance avec l'actuel président. Est-ce que tout va bien, monsieur le ministre d'État? Bonjour, merci, tout va bien. Je suis heureux d'être reçu dans votre studio. C'était un privilège et un honneur de partager mon expérience à l'ensemble de notre population. Qu'est-ce qui explique votre personnalité plutôt pondérée, introvertie? Bon, disons, il y a 2-3 choses. La première, c'est caractériel. Dieu a doté les hommes de caractères différents. Le mien, il est tel que vous le décrivez, introverti. Et bien, la deuxième chose, c'est des valeurs dans lesquelles je crois, valeurs chrétiennes essentiellement. Et troisième, c'est l'expérience faite de mon métier d'avocat. Je ne suis pas qu'avocat au barreau de Lubumbashi, je le suis aussi au barreau de Kinshasa, Gombe et au barreau de Goma, mais aussi l'expérience politique et diplomatique, je dirais. J'ai tout vu, ou plutôt beaucoup vu à mon âge, des situations extrêmement difficiles, et certainement l'adage et l'expérience rend sage, ce sera rapporté sur moi. Alors,
quand on parle des Roubaix-Rois, il y a beaucoup de fantasmes. Il y a beaucoup de... oui, des fantasmes, mais surtout des idées reçues. Beaucoup de faux procès qui vous ont souvent mis en exergue, des caricatures. Jusqu'au même dans la cybercriminalité, on vous donne tellement de pouvoir, des nuisances, etc. Comment vous vivez cette situation? Bien, plutôt mal, mais sereinement. Juste c'était quelqu'un de notre tempérament ou d'autres croyances que ça m'aurait beaucoup troublé parce que décidément c'est tous les jours où quelqu'un se réveille dans le pays, mais surtout dans la diaspora, et invente des histoires inimaginables. J'en lisais encore il y a 2-3 jours. Avec encore, bien sûr, il y a des gens qui disent, voilà, il a écrit, il fait des démarches pour être ambassadeur à New York, en vue de la partition du pays. Comment est-ce qu'un ancien vice-président de la République et ministre d'État peut solliciter auprès du chef de l'État d'être envoyé comme un fonctionnaire? Un ambassadeur, c'est un fonctionnaire. Mais en fait, ça vise les esprits faibles. J'ai l'avantage de vous annoncer que le procès dirigé comme partie civile, bien sûr, contre l'auteur de pas mal de ragots dans 2 comptes Facebook sur le fait que j'avais des militaires chez moi, j'avais des cachots chez moi. Aujourd'hui, il est condamné à 17 mois. On l'a condamné? On l'a condamné, il purge sa peine. C'est bien sûr qu'il va faire l'appel, mais désormais, son casier judiciaire n'est plus vide. Il est à Makala. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à aller en justice? Parce que ce n'est pas aujourd'hui qu'on vous a souvent incriminé, octroyé des choses maléfiques. C'est un Rwandais, c'est un rwandophone, il veut la partition du pays, il a la base de beaucoup de mouvements. Mais vous êtes toujours tué depuis longtemps. Qu'est-ce qui vous a motivé pour aller en justice? Parce que assez, c'est assez. Donc il fallait recourir justement à ce verset. Il y a un temps pour tout. Sinon, vous savez, avec, comment dirais-je, avec les réseaux sociaux, il y a un phénomène nouveau. Avant, on pouvait vous insulter dans un journal, il y en a eu ici à Kinshasa ou à l'extérieur. Ça s'arrêtait là. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui est sur les murs de quelqu'un, vous avez, comment dirais-je, des milliers de gens qui s'abreuvent, qui consultent, qui croient et qui réagissent de façon plus dramatique que l'auteur même des propos. Donc il fallait donner un signal que tout ce qui est dit n'est pas vrai. Et là, nous avons un jugement qui est sans... Est-ce que ça va dissuader les autres à ne plus le faire? Je suis convaincu, c'est même ça l'objectif principal. Quiconque le fera, je ne ferai pas de procès contre chacun. Il m'en reste peut-être un en Europe, en France principalement, ou à Bruxelles, où vous avez des gens qui, pendant des décennies, ont abreuvé les Congolais de mensonges. C'est des procès de référence, c'est des procès de principe, pour que l'opinion sache que tout ce qu'il est appelé à gober doit être tamisé. Je pense que je fais ma part. Je suis convaincu qu'après moi, j'ai été le premier, il y aura d'autres procès de tous ces hommes politiques, ces hommes d'affaires. Ils sont traînés dans la boue dans la société tous les jours. Oui. Et je n'ai pas de doute qu'il y aura maintenant beaucoup de procès et ça va. Mais en même temps, il faut légiférer sur la matière. C'est important. Alors, Azaria Soubeyrwa, on vous a découvert lorsque vous étiez à la tête du RCD Goma. Aujourd'hui, il est incontestable que vous êtes un leader qui fédère énormément de gens, notamment dans cette partie est de notre pays. Qu'est-ce qui fait de vous leader? Eh bien, disons, concours de circonstances. Pourquoi les gens se reconnaissent en vous ou écoutent en vous lorsqu'il y a un arbitrage quelconque à faire? Disons, il faut interroger les gens qui le font ainsi. En toute humilité, je pense que c'est lié aux valeurs. Lorsque vous avez de la tolérance en vous, lorsque vous avez du respect de l'autre en vous, lorsque vous croyez que vous n'êtes pas les seuls à détenir la vérité,
alors les gens nécessairement viennent vers vous. Et surtout lorsque vous défendez des causes justes. Voilà. Alors, on va entrer un tout petit peu avant qu'on aille dans le sujet qui nous ramène aussi dans cette émission qui est très attendue. D'ailleurs, les gens nous suivent avec beaucoup d'attention. Décortique ce que vous dites dans chaque phrase et chaque mot a sa signification. Lorsque vous commencez à faire la politique, vous la faisiez en tant que Congolais et vous la faisiez en tant qu'étranger. Je n'ai jamais été étranger par rapport au Congo. Je suis né congolais, des parents congolais, des arrière-grands-pères congolais, pour ne pas dire qu'il fut un moment dans l'histoire où c'était un espace qui n'avait pas de forme. Mais depuis que le Congo est Congo, donc en 1885, autant que vous, je suppose. Absolument. Sauf si les vôtres sont venus. Ah non, récemment. les miens, ils sont enclavés là-bas au Kassai. Donc, tout est OK sur cette matière. Et donc, Razia Soubero réfléchit Congo, vit Congo, parce que j'ai appris, vous avez fait vos études à Lubumbashi. Oui. Et vous avez fait votre carrière ici en tant qu'avocat. Vous avez fait la politique ici. Pourquoi on vous fait ces procès parfois inutiles, que vous travaillez pour les intérêts étrangers? Non seulement que j'ai fait mes études de droit à Lubumbashi, j'ai des collègues parmi les hauts magistrats et d'autres. J'ai fait mes études secondaires à Kalemi. L'Institut de la Kouga, c'est dans un camp militaire, le camp marin. J'ai des collègues qui sont là. Et bien sûr que je suis né dans les hauts plateaux de Minembwe. Je suis né à Minembwe, où j'ai fait mes études. J'ai quitté après la 3e année secondaire. Non, ça veut dire que nous sommes dans un pays où il y a des marchands d'illusions. Alors, ils vous jugent à partir du faciès. Votre faciès? Mon faciès. Et ils oublient que la nation Congo, la RDC, n'est pas faite que d'un seul faciès. Et c'est dramatique. Nous tous, à l'école primaire déjà, lorsqu'on a appris la géographie humaine dans les années suivantes, on a appris l'histoire des peuples qui habitent la RDC. On ne nous a jamais dit qu'il n'y avait que des Bantous qui vivaient la RDC. Il y avait les Soudanais, les Nilotiques, les Pygmées. Et déjà les Pygmées, bien sûr. La morphologie du Pygmée n'a rien à voir avec les Bantous. Rien à voir. La morphologie du Bantou est différente de la morphologie des Nilotiques ou des Hamites, que dirais-je. Il y a des Soudanais, il y a tout ce que vous avez. Celui qui perdait de mémoire une de ses composantes perdait des points. Bon, maintenant, devenu adulte, avec la politisation et la recherche effrénée du pouvoir, notamment à travers les élections, ou autrement, des nominations, des équilibrages, les gens ont conçu d'autres compréhensions du peuple congolais. C'est des Bantous. Donc être congolais, savoir faciès, Bantou, Soudanais, voilà, et ça s'arrête là. C'est réducteur. C'est une conception erronée et ça ne fait pas de nous la nation congolaise. La nation congolaise est habitée par des peuples de différentes morphologies qui n'ont rien à voir avec l'étranger. Bien sûr que quand vous êtes à l'ouest, regardez un peu la géographie de notre pays, nous avons 9 pays voisins, vous avez évidemment des peuples parce que la délimitation des frontières a été arbitraire. Vous avez des peuples même, non seulement qui ressemblent, mais qui sont de part et d'autre de la frontière. Vous avez les Bas-Congo ici. Les Bas-Congo avec l'Angola et Congo-Brazzaville. Allez au Katanga, vous avez l'Angola et la Zambie. Les peuples. Oui. Allez vers la Tanzanie, vous trouverez la même chose. Montez au Burundi, au Rwanda, en Ouganda, au Soudan, même en République centrafricaine, les Ngwandis sont de part et d'autre. Donc cette fixation contre les Banyamulenge ou les Tutsis congolais en général, parce qu'il y en a au nord et au sud Kivu, mais qui va maintenant vers Bunia. Vous avez tous ces peuples, le Bahema, les Alous et les autres, dans certaines conceptions erronées du Congolais moyen,
on lui fait gober que lui n'est pas congolais. Alors, les Tutsis congolais, il est rwandais par définition. Eh bien voilà, donc c'est conçu à dessein de nuire en fait. Est-ce que vous en souffrez de ça? Bon, disons, on en souffre parce que, à vrai dire, d'abord c'est contre la loi, parce que la loi protège... C'est discriminatoire ça. Tout à fait. Oui. Aujourd'hui, la nation congolaise, et depuis toujours d'ailleurs, toutes les lois qui se sont succédées, sauf mal interprétées, mais sinon bien interprétées, on n'a jamais connu ce problème. Mais lorsqu'il arrive à l'application, vous allez dans une campagne électorale, eh bien, un voisin depuis 2 siècles va vous traiter d'étranger, tout simplement parce qu'il veut avoir des voix. Mais je pense que mon appel sur ce plan, c'est le concept nation. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui pensent que les Tutsis, les Banyamulenge, ce qu'ils appellent rwandophones, ne sont pas des Congolais, ils ne travaillent pas pour les intérêts congolais? Vous leur dites quoi aujourd'hui? Qu'ils mentent, c'est faux. Regardez mon profil. Pour quel autre intérêt j'aurais servi ma carrière? Je suis dans la politique depuis 1996, avec la guerre de l'AFDEL. Oui. J'ai été chef de cabinet aux affaires étrangères. Je ne me suis jamais compromis dans aucun dossier. J'ai négocié à Lusaka pour le compte du RCD et à Sam City avec des amis. Jamais on a défendu les intérêts des étrangers. Je suis vice-président de la République, et vous allez le dire tout à l'heure. Plus que volontariste, vous n'en trouvez pas. J'étais correct d'un bout à l'autre. Pourquoi vous n'avez pas balkanisé le pays pendant que vous étiez au RCD? Voilà, justement. En fait, c'est des fictions. Aujourd'hui que je suis nommé à la décentralisation, vous trouvez des gens qui disent oui, c'est pour balkaniser. Oui, ils travaillent pour changer de texte. C'est la folie, tout simplement. Pour peupler notamment le plateau de Minembwe, et faire venir des Rwandais pour vous imaginez, à la fin sortir cette partie de notre pays. Ça veut dire que toutes ces affabulations, toutes ces fictions, c'est au cœur de ça, c'est l'expression de la haine. La haine tribale. C'est du racisme en réalité. C'est parce qu'on est de la même couleur noire. Et c'est une honte justement qu'il y ait ce débat parmi non seulement les Noirs, parmi les Congolais, les habitants des mêmes terroirs depuis des siècles. Il lui était possible, est-ce qu'on peut concevoir aujourd'hui balkaniser la RDC si on ne l'a pas fait pendant qu'on avait 50% du territoire national avec une armée de plus de 40 000 personnes? Jamais cette question de balkanisation n'a été au débat. Mais quiconque a défi. De vous montrer là où vous avez planifié la balkanisation du Congo. Tous les agendas, et de l'AFDEL d'ailleurs, oui. On vous parle des accords de l'Emera qui n'ont jamais existé, oui. et du RCD, jamais, aucunement, on a eu le débat sur la balkanisation, ni l'intention de balkaniser. Pourquoi cette stigmatisation des Banyamulenge, des Tutsis qui sont sur le plateau de Minembwe là-bas? Pourquoi il se passe une espèce de génocide? Et justement, depuis 3 ans, la situation qui se passe, pour des raisons d'obligation de réserve, comme ministre, membre du gouvernement, je n'ai pas pris parole sur ça. Oui. Je n'ai pas voulu communiquer, mais vous donnez une ouverture, je ne vais pas beaucoup traîner sur ça non plus. Mais les faits sur place indiquent de façon systématique et indiscutable qu'il y a eu un agenda d'épuration ethnique. Vous avez... absolument. Le mot n'est pas si fort. Le mot est faible. Parce que quand vous voyez dans l'espace de 3 ans, plus de 150 000 têtes de bétail décimées. Têtes de bétail. Têtes de bétail. Or, les gens vivent de ça. C'est une richesse, vous avez au-delà de 70 millions de dollars. C'est la richesse des siècles, je dirais. Alors, quand vous avez plus de 300 villages brûlés, avec des écoles, des églises et des centres de santé. Et on brûle systématiquement. Pratiquement. Donc, vous ne pouvez pas appeler ça autrement. Le but, c'était, vous devez quitter le terroir et vous devez partir. Et effectivement, il y a des gens qui peuplent aujourd'hui des camps de réfugiés des pays voisins, parce que partis, désespérés, sans plus rien. Bon, maintenant, la dynamique des groupes armés est telle que
Lorsque, à un moment donné, les gens se sont rendus compte qu'on était en train de dépérir, il y a eu certainement un mouvement d'autodéfense qui essaye de racoler par-ci, de résister. Oui. Mais j'en appelle, et c'est le thème qui est au gouvernement, à l'autorité de l'État, le rétablissement de l'autorité de l'État. Nous avons 3 territoires. Chaque communauté a payé ses frais d'une manière ou d'une autre. Et on nous a chargé, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense, moi-même, et le gouvernement tout entier, le chef de l'État est assez strict sur cette question, pour que nous puissions régler définitivement ces questions. Est-ce que ça va passer par la réconciliation ou par l'imposition de la paix par l'État? Les deux. Sur le plan strictement militaire, il faut imposer la paix. Mais toutes ces blessures accumulées, tous ces rancœurs... Il y a des esprits de revanche, des esprits de réparation. Il faut absolument pardonner les offenses. Oui. Il faut s'accepter mutuellement. Mais attention, la question que vous évoquez n'est pas que au Sud Kivu. Le gouvernement en a parlé récemment et a créé une commission encore beaucoup plus grande. Quand vous voyez le terme du conflit dans l'Ituri, ou dans le Nord Kivu, c'est la même chose. Ou même à Lubumbashi aujourd'hui, c'est la même chose. Vous avez des conflits basés sur le racisme et le tribalisme. Communautaire, tribaliste, et la constitution que nous avons, quand vous lisez l'exposé des motifs de la constitution de 2006, en fait, elle est venue mettre fin à tout ça. Alors qu'est-ce qui explique, Régis Oubéroa, la résurgence de tous ici? Vous avez géré la sécurité, la défense, la politique pendant 1+4. Nous allons en parler en détail tout à l'heure, mais juste sur ce point, pourquoi plus aujourd'hui qu'hier? Bon, c'est des phénomènes de société. Il y aura toujours des époques où les extrémistes vont vouloir dominer les modérés. Les choses marchent correctement lorsque la voie des modérés est suivie, la voie des sages. Mais lorsque on laisse, par l'impunité, j'entends, les extrémistes avoir droit au chapitre, parce qu'ils sont populistes, ils influencent des millions de gens. Et ils développent des thèses tout à fait, qui peuvent susciter ces d'exclusion, de tribalisme, de tuerie même. Mais comment est-ce que le génocide et le crime à grande échelle naissent? C'est idéologique. Ce sont ces pensées qui sont sémées au bout d'une année, au bout de 5 ans. Vous avez l'impression qu'il y a une nouvelle réalité que vous n'avez jamais comprise. Et alors, un Kassaïen, un Katangé qui vivent ensemble, du reste... Ils se découvrent des ennemis. Ben, avant d'être Mouroubakat ou Mourouba du Kasaï, on est Mourouba. Absolument. Donc, ils ont même... des Congols là-bas, des un centre commun, tout à fait. Oui. Donc, mais vous avez des personnes au sein des sociétés, des leaders en particulier, qui savent mouvoir les émotions, qui bâtissent sur la haine, et puis du coup, bon, l'un est plus congolais que l'autre, si ce n'est pas le cas. L'un est arrogant, l'autre est orgueilleux, l'autre, je ne sais pas moi. Vous savez, le débat va plus loin. Le débat va jusqu'au mode de vie. Pourquoi est-ce que lui est éleveur? Pourquoi je suis agriculteur? Pourquoi lui est pêcheur? Pourquoi l'autre est chasseur? C'est des débats de société. Donc, la nation, je reviens souvent sur ce thème parce que j'y crois fermement. J'ai beaucoup voyagé. Je vois la nation américaine. Elle est faite de qui? Elle est faite de gens venus de l'Irlande, d'un peu partout, de l'Allemagne, de la France. Vous avez des États qui sont pratiquement d'origine française, je dirais. Oui. Pour ne pas parler de l'Angleterre. Oui, tout à fait. Oui. Aller en Suisse. C'est quoi la nation suisse? C'est 3 pays. C'est des ressortissants français, des ressortissants d'Allemagne et des ressortissants italiens. Oui. Mais c'est ça la nation, la France, ainsi de suite. Donc, nous sommes à 60 ans et nous sommes en train de passer. La génération qui a négocié l'indépendance est en train de passer. Nous passerons bientôt, notre génération, d'autres générations viendront. Mais la nation doit résister par rapport à l'acceptation profonde et à la conscience du bon vouloir de vivre ensemble. Donc, plus nous allons développer cela, enseigner cela, enseigner à ne pas avoir peur de l'autre, enseigner à nos enfants à s'accepter mutuellement, et plus évidemment nous ferons des miracles. Mais justement, parlons-en maintenant.
La thématique de cette émission, c'est 1+4, le gouvernement des coalitions 1+4, qui a été d'abord appréhendé par beaucoup, parce qu'on ne pouvait pas accepter que Houmbéroi, qui avait la moitié du territoire, avec une armée, avec quasi une économie, des moyens, Jean-Pierre Bemba qui avait aussi l'autre parti, et ici à Kinshasa, Joseph Kabila qui restait avec la partie, on va dire, centrale, avec un peu excentrée vers l'océan. Comment arrivez-vous, là je parle au présent, vous au RCD, Jean-Pierre Bemba, MLC et ici à Kinshasa, comment vous arrivez après les différentes rencontres de dialogue, vous avez parlé de Lusaka, Gaborone, Sun City, comment vous arrivez à vous donner l'idée que vous oubliez tout ce que vous avez comme avantage pour venir à Kinshasa, servir un seul drapeau? L'amour du pays, que ça. Je ne rentre pas dans l'histoire, mais il s'est posé en 1998 un problème de légitimité. La guerre de la FDL avait renversé Mobutu, mais n'avait pas réglé encore le problème de légitimité et d'autres questions sécuritaires. Alors, lorsque il y a des mouvements de libération, que d'autres vont appeler des mouvements rebelles, qu'est-ce qui est recherché? Du moins du côté du RCD, du côté du MLC, c'est retrouver la légitimité. Je reviendrai sur ces termes beaucoup plus tard, lorsque je ferai la comparaison avec la situation actuelle. Oui. Il fallait donc aller aux élections, instaurer la démocratie, avoir des dirigeants élus et instaurer la bonne gouvernance, instaurer un état de droit, instaurer des principes tels que la redevabilité et la sanction. Alors, la guerre a pris son temps, ça a duré 5 ans. 5 ans de guerre. Les gens semblent oublier que ce pays est resté divisé pendant 5 ans à cause des questions de trouver des compromis sur le mode de gouvernance, sur la forme de l'État, sur des principes désormais crus, inamovibles, d'état de droit. Donc, 5 ans de guerre, c'est beaucoup. Alors, pendant tout ce temps, il y avait des négociations. J'ai la chance d'avoir participé à la plupart des rounds de négociations. À Lusaka, en 1999, nous avons le cessez-le-feu, mais il y a un chapitre 5 qui est conçu par des Congolais. Parce que le dialogue, disons, le cessez-le-feu, il y avait aussi des pays étrangers qui avaient des armées au Congo. Ici chez nous. De part et d'autre. Oui. Et donc, mais quand on arrive au chapitre 5, qui va instaurer le dialogue inter-congolais, il est rédigé par qui? Par Vital Kamerhe, par mon ami du MLC, donc Olivier Kamitatou, et par moi-même. On a pris. C'est vous qui avez rédigé ce chapitre 5. 3 personnes, on s'est retiré. On a dit, ça ne vous concerne pas, vous les étrangers. Nous allons nous-mêmes concevoir la solution au problème politique de notre pays. C'est comme ça qu'est né le dialogue, en fait. Quand on va à Sun City, en 2002, c'est parce que 3 ans avant, des Congolais, 4 ans avant, ont conçu ce chapitre. Et lorsque nous nous retrouvons à Sun City, c'était pratiquement la nation congolaise convoquée, je dis bien convoquée, avec l'impératif de trouver des solutions. Et ce fut fait. Le Sud-Africain, notamment le chef d'État Thabo Mbeki, oui, s'est beaucoup impliqué. Mais aussi l'ensemble de la communauté internationale. Mais nous sommes allés avec le mandat pour le mouvement de libération. Ils avaient le mandat de trouver des solutions. Le gouvernement de Kinshasa, comme on l'appelait, le PPRD est né pendant la négociation du reste, oui, oui, pendant le processus, avait le mandat de trouver des solutions, mais aussi la société civile et l'opposition non armée. Et donc, lorsque nous finissons le dialogue, c'est avec des objectifs précis. Les objectifs, c'est notamment réunifier le pays. Réunifier le pays. Pas consacrer la partition. Non, pas du tout. Il fallait atteindre ça comme objectif.
Et je dois, avec tous les concours des autres, reconnaître que nous avons réunifié le pays, périmètre après périmètre. Réunification de l'armée, c'est fut fait. Organiser les élections démocratiques, c'est fut fait. Produire une constitution moderne qui reconnaît les droits et les devoirs des citoyens, Oui. mais en même temps qui organise le pouvoir avec une préférence des pouvoirs au niveau du gouvernement qui repose plus sur le Premier ministre. Ça a été fait à dessein. Sur le Premier ministre. Bien sûr, compte tenu de l'histoire de notre pays, on a voulu une constitution qui donne beaucoup de pouvoir au chef du gouvernement, au gouvernement et au chef du gouvernement. Bien sûr qu'il y a, je vais en parler, des pouvoirs du chef de l'État, ils sont très importants, mais la gestion du pays au quotidien repose sur les épaules du chef du gouvernement. Avec un parlement bicaméral, bien sûr, l'Assemblée nationale et le Sénat, Oui. ainsi que les institutions d'appui à la démocratie. Donc, lorsque nous sommes désignés 4 vice-présidents, je rends hommage à la mémoire du vice-président Yerodia, du vice-président Zaïdi, de nous ont quittés. J'apprécie à sa juste valeur leur contribution, mais aussi une très grande contribution de Jean-Pierre Bemba, qui était comme moi vice-président issu des mouvements de libération. Nous nous retrouvons sans nous connaître en réalité. Donc quand vous venez à Kinshasa, vous appréhendez l'autre. Hein? Vous êtes là, les 4, n'est-ce pas? Exact. Avec un président. Mais vous, les 4, là, vous ne vous connaissez pas. Yerodia, Roubérois. Voilà. Par exemple, oui. Sur le 4, vous avez fait de préparer cette image. Oui. Je suis le seul, de tous d'ailleurs, à avoir étudié au Congo. C'est pas si vous le savez, bien sûr. Le seul à avoir étudié au Congo? Le seul à avoir un diplôme universitaire du Congo, c'est moi. Okay. Yerodia a fait la France autant que Zaïdi. Oui. Et Jean-Pierre a fait la Belgique. Donc, le seul diplômé congolais qui se retrouve parmi les 4 vice-présidents, bien sûr que c'est votre serviteur aujourd'hui. Et donc... Les téléspectateurs apprécieront. Tout à fait. Alors, nous ne connaissions donc pas. Et nous avons un président, encore quelque chose de particulier, qui est plus jeune que nous tous. Président plus jeune que vous? Il est plus jeune que le vice-président. Je suis le moins âgé des vice-présidents. Ensuite Jean-Pierre, et puis certainement Zaïdi avant Yerodia. Oui. Donc nous étions des générations différentes. La génération du président Kabila n'a rien à voir avec la génération de Yerodia ou de Zaïdi. C'est 2 situations différentes. Oui. Donc il y avait beaucoup de différences. Mais aussi notre background, comment dirais-je, moi je suis avocat de formation. Donc je traînais avec moi l'expérience d'avocat. Jean-Pierre, c'est sûr qu'il a travaillé dans la politique un tout petit peu. Oui, mais surtout plus dans les affaires. Il est dans les affaires. Oui. Donc on a un homme d'affaires accompli qui vient, si vous voulez, donner son expérience aussi. Et les choses vont d'ailleurs se passer très bien parce qu'il va diriger la commission économico-financière. Donc comprenez bien la matière. Oui. La commission que je vais diriger, il y a beaucoup de matières de droit. C'est politique, défense et sécurité. Ça veut dire propulser toutes les lois que vous avez sur la défense et bien d'autres lois, y compris la loi sur la nationalité d'ailleurs. Et vous avez Zaïdi qui a fait l'UNESCO. Oui. Coïncidence. Dans la culture. On va lui confier justement le domaine socio-culturel. Je ne pense pas que quelqu'un ait réfléchi pour dire on affecte ceci ou cela, mais c'était le cas. Et Yerodia, qui représentait la famille politique du président Kabila, la reconstruction. Il a la reconstruction. Donc ils étaient déjà aux affaires. C'était aussi normal qu'il le fasse. Quel était le mot-clé dans cette collaboration à 5? Je vais vous le dire. Le mot-clé, c'est le leadership exemplaire. La constitution de la transition. Oui. Lorsqu'elle est élaborée, après Sun City ou à Sun City, il est demandé au président et aux 4 vice-présidents d'avoir un leadership exemplaire. C'est écrit. Qu'est-ce que ça veut dire?
En langage simple. Parce que ceux qui nous suivent en ce moment, ben voilà, on parlera notamment du tout à FCC fait. Cash. Oui. Qu'est-ce que vous entendez par leadership exemplaire? Le leadership exemplaire, je vais le décrire, et c'est ce qui a fondé le succès de cette affaire. C'est la volonté politique, pas la volonté tout court, la volonté politique d'aller jusqu'au bout de la transition et, si vous voulez, de conduire le pays vers les objectifs que nous nous étions assignés comme peuple réuni à Sun City. En d'autres termes, bien sûr qu'il y avait de la compétitivité. Entre-temps, vous avez en tête que, in fine, on va aller aux élections, Exact. in fine, il y aura La Constitution. Oui, et tout ceci, mais vous privilégiez... Exact. Nous savions que les enjeux étaient de taille. Nous savions qu'après, je n'aurais plus usage à l'armée. Oui. Je suis venu à Kinshasa, précédent d'autres camarades du RCD, mais je traînais avec moi et le RCD plus de 40 000 militaires. 40 000 militaires. Et pas n'importe quel militaire. Donc bien aguerris, bien façonnés, des intrépides en fait. Jean-Pierre en avait certainement moins, mais aussi expérimenté. Donc la décision que nous prenons et le serment que nous faisons, en d'autres termes, c'est de ne plus recourir à nos forces, à nos armées. Je pouvais, au milieu de la transition, parce que j'étais respecté, je pouvais dire, écoutez, je refais la guerre. On a vu au Soudan, Oui. on a vu ailleurs. Oui. Mais En Somalie jusqu'aujourd'hui, en Libye jusqu'aujourd'hui. Jean-Pierre pouvait bien le décider. Il pouvait dire un mot et ses commandants allaient suivre. Et ses commandants, c'est qui? C'est notamment, vous avez le chef de la police d'aujourd'hui. Oui. Il était le chef de son armée, ou de l'armée du Amouli. l'ALC, bien sûr. Avec Général Moustapha qui vient de nous quitter, qui était un vaillant avec lui. Oui. Donc, nous avions des atouts de faire rater la transition et de retourner, si vous voulez, À la guerre. à la guerre. Mais nous nous sommes interdits, selon les serments, à le faire. Ce n'est pas les tentations qui ont manqué, mais la volonté politique était solide. L'amour du pays passait devant, si vous voulez, nos enjeux personnels. Et rendez-vous compte que nous savions qu'après, il y aura élection. Et qui dit élection, dit élire un seul président. Qui va rester? Et donc, j'étais là à me disant, je serai candidat sans faute, je l'avais résolu ainsi. Mais si jamais je ne gagne pas, je vais me mettre dans le rang. D'ailleurs, après les élections de 2006, je fais 10 ans, les gens l'oublient, sans mettre mes pieds dans les institutions. Sans affectation. Sans affectation. Sans poste. Je suis retourné dans mon cabinet d'avocat pendant 10 ans, pleine. Donc de 2006 à 2016, à la fin, décembre. Et comment vous vivez ça? Quelqu'un qui était quasi-président, qui avait un territoire, qui avait une armée, qui avait des moyens, vice-président de la République, vous perdez des élections, vous vous rangez. C'est ça, être un homme d'État. C'est ça un homme d'État. Votre thème, il est très évocateur, c'est ça, être un homme d'État. Lorsque vous êtes un homme d'État, vous êtes différent des autres hommes. On sait que l'État passe avant, les règles passent avant, la Constitution passe avant. Seul Dieu est au-dessus de... Seul Dieu. Seul Dieu. Donc, je ne peux pas me permettre de me compromettre en public, mais aussi en privé, de sorte que mon comportement conduise à des doutes et à des négations d'un leader de qui est attendu le modèle et l'exemple. Donc, un homme d'État, et on en a besoin dans ce pays, dans toute la classe politique congolaise, on en a besoin. Un homme d'État est celui qui n'est pas dirigé par les émotions et les sentiments. Il cherche la règle de droit, la règle applicable par rapport à tel ou tel autre comportement. Écoutez, nous étions 4 vice-présidents. Nous avions un président au-dessus de nous. Chacun avait son secteur. Mais le leadership exemplaire était attendu aussi du président Kabila. De lui aussi. Absolument. Et je dois avouer et reconnaître
qu'il a payé sa part de dette par rapport à ce leadership. Est-ce qu'il vous a frustré pendant ces 1+4? Bon, disons, on est humain, je ne dirais pas que tout était rose. On a connu des moments, c'est pour ça que par moments je m'étonne des crises actuelles. On a connu des moments très difficiles pendant la transition. On a connu des situations, si vous voulez, des crises, mais il y a toujours eu ce qu'on appelait, si vous voulez, l'espace présidentiel. C'est les moments de concertation. Quand une question divisait le gouvernement, ou quand une question divisait la nation, nous nous retrouvions dans l'espace présidentiel. Il y avait le SIAT qui était un comité qui était comme sous forme international, de conseil. encore que le SIAT ne pouvait pas non plus, il pouvait y avoir leurs sentiments favorables. Le SIAT, c'est la communauté internationale, hein, la France, les États-Unis, d'accompagnement de la transition. Oui. Mais la force, la véritable force machine, le moment clé de trouver des solutions, c'était pendant l'espace présidentiel, la réunion de l'espace présidentiel. Et lorsque nous avions déjà tout harmonisé, évidemment, au niveau du gouvernement, tout allait bien. Mais ne vous en faites pas. Nous avons des crises, nous avons connu des crises pendant la transition. Nous avons connu des crises à Bukavu, nous avons connu des crises au Nord Kivu, nous avons connu des crises, disons, à l'Équateur, et même dans la ville de Kinshasa. Mais chaque fois, nous avons laissé primer l'intérêt général par rapport à nos intérêts. Que ce soit le président Kabila, qui a joué sa part dans ce programme, que ce soit chaque vice-président, nous nous sommes surpassés, de sorte que ça va vous étonner, lorsque je termine la transition avec la commission politique, où il y avait les gens du PPRD, du MLC, de la société civile, du RCD bien sûr. Dans cette commission? Dans cette commission, oui. J'avais quoi? J'avais les affaires étrangères, j'avais l'intérieur, j'avais la coopération régionale, j'avais la sécurité, j'avais la défense, j'avais les droits de l'homme, j'avais femmes et familles, la condition féminine, j'avais les affaires humanitaires, Madame Zouzio Wambombo, elle venait de la société civile. Non, elle venait de l'opposition non armée. Non armée, oui. Madame Kalala venait de la société civile. Oui. Vous avez Théophile Mbemba qui venait du PPRD. Vous avez Onesumba ou Ondekane qui venait du RCD. On avait au MLC, le ministre des Affaires étrangères, Antoine Gonda et puis Ramazani Baya. Oui. Mais nous avons terminé la transition comme une véritable famille. Avec un dîner de avec autant de divergences. Avec autant de divergences. Interrogez tout, je vous mets à défi. Alors, on est en direct, monsieur le vice-président. Voilà. Honoraire, hein, parce que quand je dis vice-président, aujourd'hui... Dans tous les cas, pour le moment, il n'y a pas de vice-président. Absolument. Donc, nous sommes suivis partout dans le monde, en ce moment, au Canada, avec un peu de décalage horaire. Il y a André Paola qui nous dit pourquoi les Congolais n'observent pas la situation en Libye, au Soudan, en Somalie et au Mali pour s'abstenir de s'entrer dedans. Là, on parlera dans la deuxième partie, hein, c'est cash en ce moment. Et une question qui vient de Bamako, justement au Mali. Si les Congolais ne prennent pas conscience de ce qui représente la RDC, ce beau pays sera pire que chez nous en ce moment au Mali. Enfin, vous allez répondre à ces questions. Vous pouvez également poser vos questions au vice-président, ancien vice-président Robert et ministre d'État. Si vous le désirez, on va lui poser ces questions tout à l'heure. J'aimerais vous poser, s'il vous plaît, une question pendant la transition. Vous avez oublié vos égos personnels ou vous avez tellement les témoins sur les élections, sur la Constitution, qu'à un moment donné, vous vous êtes fait violence? Bien, les deux, je dois l'avouer. Nous avions des égos personnels qu'on pouvait bien développer. Oui. Mais l'humilité qui a caractérisé les dirigeants de la transition a fait que, comme je vous l'ai dit, je devais faire passer l'intérêt général, l'intérêt du peuple congolais, avant le mien et de mon groupe. Mais aussi, nous étions focalisés, nous avions comme un mandat. Et on ne sera jamais satisfait dans la vie au-delà d'avoir réussi à organiser les élections. Au-delà d'avoir conduit le peuple par référendum à adopter l'une des meilleures constitutions de notre époque. Cette constitution, quand vous la lisez à fond,
elle rencontre les problèmes du peuple congolais et du territoire national congolais. Donc, nos égos étaient là, mais l'intérêt général a pris le dessus, aidé aussi par les objectifs que nous devrions absolument atteindre. Il pouvait y avoir des manipulations dans tous les camps. Notamment. Il pouvait y avoir des extrémistes de camp. Oui. Mais on a réussi. Vous savez, quand vous dirigez un parti politique, vous pouvez arriver à perdre le contrôle d'un parti politique. Mais comme à ce moment, d'ailleurs, vous êtes du RCD, les gens de Minembwe, les gens du Sud Kivu, ils vont vous dire, vous nous avez abandonnés. Mais voilà, donc... Vous vous occupez pas de nous. Vous êtes traître. Il y a toujours ça, mais il faut, malgré tout, rester un homme d'État. Donc, savoir respecter, tracer, respecter la frontière entre ce qui est étatique et ce qui est personnel. Et oui. Alors, parlons-en, s'il vous plaît, de cette constitution de 2006. Vous avez dit tout à l'heure, vous avez donné beaucoup de pouvoir au Premier ministre, chef du gouvernement, c'est lui qui est rédévable devant le Parlement, etc. C'est quoi ces pouvoirs du Premier ministre? Il doit faire quoi? Comment il doit se prévaloir? Comment il doit s'affirmer, le Premier ministre? Bon, disons, le Premier ministre, la Constitution est très claire, le Premier ministre est le chef du gouvernement. Le président de la République est le chef de l'exécutif. La nuance, il y a la nuance. Oui. Ça veut dire que nous avons 3 pouvoirs. Nous avons mais 4 institutions. Nous avons le pouvoir législatif, donc l'Assemblée nationale et le Sénat. Nous avons le pouvoir judiciaire, les cours et tribunaux. Oui. On en a beaucoup parlé ces derniers temps. Nous avons également le pouvoir exécutif. Maintenant, quand vous avez le pouvoir exécutif dans les conditions de notre pays, ça nous conduit à 4 institutions. Vous avez le président de la République qui est une institution ici. C'est comme ça. Vous avez le gouvernement, deuxième institution, les deux faisant partie du pouvoir exécutif. Okay. Mais dont le président est le chef de l'exécutif, il n'y a pas de doute à ça. Nous avons un seul président aujourd'hui, c'est le président Félix Tshisekedi. Il n'y a pas de doute là-dessus, il n'y a pas de débat. Doute. Le pouvoir du président de la République et la personne que les Congolais, si vous voulez, ont choisi, parce que toute autorité vient de Dieu, la personne que Dieu a voulu qu'il soit président maintenant, c'est Félix Tshisekedi. Mais nous avons aussi un Premier ministre, qui est le chef du gouvernement, qui conduit les affaires courantes. De sorte que, quand vous lisez attentivement la Constitution, les pouvoirs qui étaient particuliers, et ceci est très important, au président de la République, dans les constitutions d'avant. À l'époque de Mobutu, par exemple. De Mobutu, par exemple. Oui. Les affaires étrangères, donc la diplomatie, la défense et la sécurité ont cessé d'être des pouvoirs propres du président de la République. Dans la constitution de la RDC. Dans notre constitution, les affaires étrangères, la défense, la sécurité, ce n'est pas exclusif au président. Le référendum, donc, parce que la constitution vient du peuple congolais, a voulu que ce soit des pouvoirs de collaboration. Qu'est-ce que ça veut dire? Le pouvoir de collaboration entre le président et le Premier ministre, ça veut dire que dans l'ordonnance qui régit du mois de mars, qui régit les rapports entre le président, le Premier ministre et les membres du gouvernement, ce pouvoir de collaboration oblige les deux chefs à se réunir au moins une fois par mois pour traiter de ces problèmes. Pour traiter de ces questions. Bien sûr qu'au moment de la transition, c'était réparti entre... Moi, j'avais ce pouvoir. J'avais d'ailleurs le pouvoir, comment dirais-je, les affaires étrangères, la diplomatie et la défense et la sécurité. Les 3 domaines, c'était les domaines de ma commission. Mais il y avait le président, et bien sûr, qui a toujours... enfin, on ne peut pas concevoir un président qui n'a pas ce pouvoir. Ça a commencé plus ou moins dans la transition, mais ce n'était pas aussi clair que dans la Constitution. Donc la Constitution est on ne peut plus clair, la défense, les affaires étrangères, la sécurité,
c'est un domaine de collaboration où il y a des discussions entre le président et le Premier ministre. Au moins une fois le mois. C'est pour ça que je vous parle de cet espace présidentiel. On peut l'appeler autrement aujourd'hui. Oui. Mais qu'est-ce que ça induit? Ça induit un temps réel et régulier où ces questions sont physiquement débattues, intellectuellement débattues. C'est ça le pouvoir de collaboration. Vous avez connu des cas en France aussi. Absolument, entre Jacques Chirac et Mitterrand. En réalité, de quoi on est en train de parler, la liaison entre les deux pouvoirs, les deux régimes. Oui. Parce qu'au milieu, on n'a pas eu ça. C'est un gouvernement, si vous voulez, de coalition. Le gouvernement de coalition type fut la transition. Nous étions toutes les forces, comment dirais-je, société civile, opposition non armée, opposition armée, et le pouvoir qui était là. Multiple d'ailleurs. C'était un gouvernement de coalition. On a réussi. À plusieurs, y compris la société civile, y compris des mouvements armés. Aujourd'hui... vous n'êtes que deux aujourd'hui. On est également... FCC cash. Vous un êtes gouvernement de coalition. Oui. Ce qui n'a pas été le cas, tenez-vous bien, oui. Depuis 2006 à 2018. Il n'y a pas une coalition. Non, il y a une majorité, mais il n'y a pas eu une coalition. Oui, depuis Kizenga jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à Tchibala, vous avez eu un gouvernement pratiquement des mêmes vues, sans effort, parce que vous avez un président avec la majorité parlementaire qui lui est dévolue, je dirais, qui lui est vouée, avec un premier ministre qui... C'est facile. De la même famille. Oui, tout à fait. Alors, quels sont les Mais le modèle du gouvernement actuel. Oui, c'est le modèle 1+4. Et c'est ça la valeur de votre émission. Oui. Le modèle du gouvernement actuel, ça doit être pris dans le gouvernement de transition. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous divise en réalité? Bon, voilà, je suis membre du gouvernement, donc je suis astreint à l'obligation de réserve. Oui. Je vais rester dans les principes et d'homme d'État, justement. Absolument. Et beaucoup plus puisant mes sources dans ce que je connais le mieux. Dans votre expérience. Avoir à co-diriger le pays, vous permet de le dire. Absolument, mais c'est vice-président, c'est ça. Co-diriger le pays pendant 3 ans et demi. Donc c'est presque un mandat aux États-Unis d'Amérique. Je pense que, d'abord, je dois avouer que les difficultés dans un pouvoir ou dans un gouvernement de coalition sont inhérentes à la nature même du pouvoir. Le cas actuel, vous avez des personnes qui viennent du pouvoir depuis longtemps, depuis très longtemps. Le président Kabila est au pouvoir depuis 2001. Oui. Et vous avez d'autres qui l'ont rejoint. Nous qui venons de l'opposition en 2016, lorsqu'il y a eu la conférence ici. Oui, de la CENCO. De la CENCO, après l'Union africaine, où une partie de l'opposition n'est pas entrée, mais si elle était entrée, ben, elle serait peut-être avec nous depuis lors, certainement. Mais vous avez aussi la partie qui n'était pas entrée au pouvoir du temps des CENCO, notamment l'UDPS. Notamment l'UDPS et certains de ses alliés. Aujourd'hui, ils sont aux affaires. Mais ça n'empêche pas que d'autres partis, comme le MLC, comme le parti de Moïse Katumbi ou de Fayoulou, ne soient pas au gouvernement aujourd'hui. Donc, on traîne comme ça de groupes, de partis politiques, de regroupements politiques qui, au fil du temps, sont ensemble ou se séparent. La question, parce que l'UDPS a fait environ 40 ans d'opposition. Et le PPRD, pour citer les deux partis majeurs, mais il y a d'autres coalitions au sein de chaque force, nous devons avoir, et il n'est pas trop tard, le meilleur gouvernement de coalition. Le meilleur gouvernement de coalition. Parce que les handicaps de la transition, nous ne les avons pas. L'UDPS ne va pas dire « je recours aux armes ». Non. Il est resté un parti politique excellemment non violent. Oui. C'est à son actif.
avec une vision basée sur l'état des droits. C'est le terme clé du fait président Étienne Tshisekedi. L'état des droits, le texte, quiconque l'a connu d'abord pour ça. Donc c'est toute une idéologie, c'est toute une philosophie. Maintenant, il faut les traduire dans les actes. Alors, lorsque vous avez un atout que la transition n'avait pas, ne pouvait pas avoir, d'un transfert pacifique du pouvoir, mon ami, vous avez achevé ce que beaucoup de pays de l'Afrique centrale n'ont pas du tout achevé et rêvent d'achever un jour. C'est-à-dire, c'est de voir un président, ancien président, élu, ayant fini ses mandats, assis à côté d'un président, si vous voulez... Ça, c'est qu'on voit ici. Mais voilà, quelle coïncidence. Quelle heureuse coïncidence, j'en parle. Oui. Et donc, j'étais au Palais de la Nation le ce jour-là. Ce jour-là. Oui. L'image que ça donnait exactement, et on devait préserver cette image et communiquer sur ça suffisamment, c'est l'image d'un Bush qui quitte et qui cède le pouvoir à Obama, d'un Obama qui quitte et qui cède le pouvoir au président actuel. C'est l'image de Hollande qui quitte et qui laisse la place à Macron. C'était exactement la même chose. La voiture vient. Et ça devait nous grandir. On est en train de perdre ça. Vous n'avez pas ça dans tous les pays africains. Dans certains pays, oui. Mais dans d'autres, non. C'est une image de rêve. Maintenant, si une année et demie après, on est en train de gâcher tout ça. On gâche ça, ça veut dire qu'on n'a pas suffisamment apprécié ce que Dieu et l'histoire ont déposé entre nos mains. C'est tout simplement ça. Donc, nous sommes partis, disais-je, pour la meilleure coalition, le meilleur gouvernement possible. Il faut stopper avec les égos. Il faut stopper avec les égos. Alors, qu'est-ce que vous appelez les égos? Est-ce que c'est la non-application de la Constitution ou c'est le privilège des extrémistes? Non, ça veut dire on est humain. De tous côtés, il y a des extrémistes. Et malheureusement, il y aura toujours des extrémistes. Et là, le débat, c'est de voir qui est plus extrémiste que l'autre. Que l'autre. Parce qu'on se rejette toujours la balle, on dit, voilà, c'est l'FCC qui a commencé. Ah non, c'est l'IDPS qui a fait. Mon débat n'est pas vraiment... ce jour, mon débat n'est pas à ce niveau-là. C'est sur le principe. J'engage tout le monde, oui. CASH, FCC, oui, à la doctrine d'homme d'État. Abandonner l'esprit extrémiste. Abandonner de croire que j'ai raison, toujours, et l'autre a tort, toujours. Abandonner d'exploiter les faiblesses, même momentanées, de l'autre. Accepter, si vous voulez, de perdre pour gagner ensemble. On peut répéter ça, c'est très important. Oui. Accepter de perdre pour gagner ensemble. C'est exact. Ça donne quoi après? C'est que les anglophones appellent le win-win. Si je suis dans une position telle que si je l'exploite à fond, je prendrai le dessus sur l'autre, oui, mais que l'ensemble ne va pas gagner, je vais accepter de perdre une partie de ce qui me revient. Et savoir donner. Le problème, c'est que nous savons souvent, dans des coalitions, savoir demander. Mais nous ne savons pas donner. Nous ne prenons même pas le temps de comprendre la cause de l'autre. Que veut véritablement l'autre? Alors, lorsque les intérêts des uns et des autres priment, nous n'atteindrons pas le bout du tunnel. Comme vous avez atteint... Pendant la transition. Pendant la transition. Ah oui. Moi, je peux dire, avec Jean-Pierre Bemba, j'espère que la fois prochaine, vous allez l'inviter. Oui, il est déjà invité. Ou que vous nous inviterez ensemble. Absolument. Nous avons une expérience à partager, en toute humilité. Nous n'étions pas de savants. Nous n'avions pas, si vous voulez, de magie. Des hommes tout à fait ordinaires, avec de fortes convictions, que le destin du pays repose sur nos faibles épaules et que nous devons taire nos émotions au moment où il est faut et favoriser, si vous voulez, l'intérêt général. C'est ce qu'il nous faut aujourd'hui. Alors, on a en direct au bureau Azarias. Il y a Patience qui nous suit à Paris, Patience Kandolo.
qui dit que si le FCC-Cash continue de se quereller, ils vont donner le pouvoir à la Mouka. C'est évident. C'est évident. Et bien sûr, je n'ai même pas à réfléchir. Ça veut dire, si le FCC et le Cash n'arrivent pas à trouver des compromis pour une cohabitation, disons, une coalition qui aille jusqu'au bout, Oui. c'est la loi de la nature. Ça va créer Le troisième larron va sortir. Ça va créer un vide. La nature aurait du vide. Un troisième pouvoir va sortir. Une question qui nous vient de Lubumbashi, c'est... non, plutôt de Dakar. C'est Parfait Louzolo qui est professeur de droit à l'université Cheikh Anta Diop. Il dit le vrai problème du Congo est que les cadres dans différents partis sont des militants, que de vrais responsables. Il a raison. Je lui donne absolument raison. Justement, la plupart des membres de nos partis, on n'a pas assez éduqué les membres de nos partis politiques. Qui sont plus dans l'émotion. Ils sont dans l'émotion, ils sont dans les sentiments, ils sont même dans les intérêts immédiats. Alors que celui qui combat pour une nation prospère, Oui. Comme le dit l'hymne national, Oui. il a la notion du temps. Il y a des choses que je n'aurai pas aujourd'hui, mais il y a des choses que j'aurai dans 10 ans, dans 15 ans, si le pays marche. Comme vous avez attendu 10 ans Tout à fait. après la transition. Vous ne m'avez jamais entendu faire une autre rébellion parce que je ne suis pas au gouvernement. Oui. Vous ne m'avez pas entendu faire des déclarations compromettantes. Je me suis dit non. J'ai fait ma part. J'ai eu droit au chapitre. Je n'y suis plus. J'observe les autres. Je laisse ceux qui sont là en train de Et faire. j'apprends. J'observe et j'apprends et je laisse les autres tranquilles. Et C'est aussi ça, Est-ce que le la problème, beauté de la politique. Est-ce que le problème, monsieur le ministre d'État, c'est pas que vous êtes souvent manipulable par l'étranger, les milliers, on soupçonne un ambassadeur d'un pays qui est tout le temps présent dans nos affaires intérieures, il y a par exemple certaines puissances qui interviennent, etc. Est-ce que les Congolais, les cadres, les dirigeants que vous êtes plus manipulables que d'autres, dans d'autres pays? Disons, je ne sais pas. Moi, j'ai toujours pensé qu'un vrai Congolais, un vrai citoyen, sait bien faire la différence entre... Les tentations existent. Bien sûr que les tentations existent. Des promesses, Oui, absolument. on va vous protéger. On peut s'imaginer toutes sortes de tentations. Le domaine politique, c'est le domaine de... où le vent se vend plus facilement. On se vend du vent. On vous vend du vent. Mais quand on entre en politique, on doit avoir des buts. Vous savez, dans un pays comme les États-Unis, et dans certains pays européens, j'imagine, on ne vient pas en politique, au gouvernement en particulier, pour faire de l'argent. Oui. Ça n'a pas de sens. Quand on entre au gouvernement, on fera moins d'argent que le métier qu'on veut d'abandonner. Parce qu'on en dépense, parce qu'on Tout à se fait. consacre moins au commerce. Déjà le salaire, parce que vous n'allez pas gagner au-delà de ce qui vous revient. Alors si je suis un avocat dans un cabinet qui a une bonne clientèle, je gagne beaucoup plus, n'est-ce pas, que le salaire du gouvernement. Mais qu'est-ce qui fait de vous un homme plutôt propre, réputation de bonne gouvernance, un homme irréprochable? Oui, mais bien sûr que c'est la pratique. Pourquoi on parle de ça de vous? On parle de ça de moi parce que c'est vrai. Écoutez, monsieur, l'émission ne porte pas sur les individus ou sur ma personne, ma modeste personne. Non, mais quand même, parce qu'on Mais vous a, il faut qu'on le je dise. suis avocat depuis 30 ans. Le 7 août, donc dans une semaine, je vais totaliser 30 ans. De métier d'avocat. De métier d'avocat. Je n'ai jamais corrompu un magistrat. Aucun. Je mets à défi quiconque dans ce pays de le dire. Jamais. Je n'ai jamais été corrompu moi-même. Je peux le dire devant les services de renseignement chargés d'enquêter sur des gens. Personne ne m'a corrompu dans ce pays ni ailleurs. Vous refusez ou vous êtes comme ça? Volontairement, je choisis la voie de l'intégrité. Et si je veux gagner de l'argent, si je veux acheter un bien, je travaille dur. Vous savez à quelle heure je commence le travail? Non. À 6h30. Du matin? À 6h30, je suis dans mon cabinet d'avocat tous les jours. Et à 9h, je suis au ministère. Jusqu'à la fin de la journée. Ministre d'État qui est encore avocat et qui travaille dans son cabinet. Tout à fait.
Ça veut pour dire, gagner un peu plus. je ne veux pas, moi, être corrompu. Je ne veux pas envier quelque chose. Je donne, évidemment, je ne preste pas comme avocat au sens de... Mais je jette un coup d'œil. Vous avez des collaborateurs, des associés. Même ce matin, avant de venir ici. Donc, l'intégrité, c'est une valeur qui manque à la classe politique congolaise, et même à la classe sociale congolaise, et même à la classe ecclésiastique congolaise. Ecclésiastique, vous y ajoutez? Et oui, tout à fait. L'intégrité nous manque, nous fait défaut. Voilà pourquoi les gens versent dans la corruption. Voilà pourquoi les gens ne sont pas éthiquement corrects. Donc, et tout ceci, ça se tient finalement. Donc, si, une fois au pouvoir, je tiens à ne pas le perdre en me compromettant, je ne suis pas intègre. Mais en même temps, si j'utilise mon pouvoir, ma signature de ministre, de premier ministre, de président de la République, de directeur général ou de qui que ce soit, pour avoir des richesses et des trésors indûment, je ne suis pas digne de ma place. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, le jour où on va comprendre que celui qui veut gagner de l'argent doit aller chez les privés, et quand on vient au gouvernement, c'est pour servir, on va faire la politique autrement. Mais sinon, celui qui n'est pas militant, il est corrompu. Donc, on doit nettoyer. Et je suis arrivé au Ghana une fois et je me suis interrogé sur la vie politique de Ghanéens. Oui. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qui fonde? Vous avez des gens qui ont des convictions solides, panafricanistes bien sûr, mais aussi ghanéens au sens d'aimer leur pays. L'alternance, c'est les cycles électoraux qui... Vous avez un pourcentage de 1%, et celui qui était au pouvoir perd, Kufuor a perdu l'élection. Et il accepte. Par rapport au société, séparé d'un seul point. Et on m'a dit, Nkrumah nous a laissé la formation. Il faut former les gens dans nos partis politiques. RCD, pour commencer, UDPS, PPRD, MLC, PALU, AFDC, Alliés, et que sais-je encore. Nous avons des gens, un auteur a dit, je vais lui emprunter le terme, c'est des politiquement illettrés. Nous avons des personnes, des membres de nos partis qui sont politiquement illettrés. Ça veut dire qu'ils n'ont pas appris l'ABC de la politique. La politique, c'est l'injure facile. La politique, c'est des insultes. La politique, c'est détruire les biens d'autrui. La politique, c'est le matu vu. La politique, c'est des jongleries. La politique, c'est vendre son âme, sa signature. Tu t'imagines? Je te donne autant, tu me signes. C'est pas possible. Donc, il faut tourner vers l'honneur, vers le prestige, vers la notion du scandale, la crainte du scandale. C'est de ça qu'il s'agit. Et lorsque vous êtes à ce niveau-là, vous pouvez servir le peuple de tout cœur. Et lorsque votre mandat se termine, vous quittez, un autre arrive. Merci beaucoup, Azarias Rouberois. On a beaucoup de questions. Je vous invite en tout cas à nous les transmettre. Nous allons déposer et au cabinet d'avocats, parce qu'il a eu le temps de regarder, aussi au ministère d'État en charge de la décentralisation. Le président, le vice-président Jean-Pierre Bemba est déjà invité. Et je le renouvelle justement cette invitation. On fera une émission dans pas longtemps pour qu'il apporte aussi son expérience, des conseils de probité, de sagesse, d'hommes d'État qui permettront à notre pays de garder son intégrité, surtout son unité, en élaguant ces racismes, ces régionalismes qui semblent ressurgir aujourd'hui. Merci beaucoup. Cette émission est terminée, sera rediffusée et déjà mise en ligne pour ceux qui sont à travers le monde, qui nous suivent. En tout cas, gardez vos positions d'écoute. À très bientôt.